Bonjour à toutes et tous. J'ai donc le plaisir d'animer cette session sur l'état des lieux et les enjeux économiques et commerciaux du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique. Il s'agit de la première table ronde de cette conférence sur les relations commerciales entre l'UE et l'Afrique vers de nouveaux partenariats. Et donc, cette table ronde va être introduite dans un instant par Madame Sandra Kramer de la Commission européenne. Ensuite, nous aurons des échanges avec Mesdames Kanayo Awani, Valérie Levkov, Samira Rafaela et Monsieur Christian Yoka, que je présenterai en leur donnant la parole. Enfin, Monsieur Rosa de la Commission européenne participera à la partie questions et réponses de nos débats dans la mesure où Madame Sandra Kramer ne pourra pas rester jusqu'à la fin de cette table ronde. En effet, donc après l'introduction de Madame Kramer, après les échanges entre les participants de la table ronde pendant à peu près 1 heure, nous aurons une demi-heure d'échange avec le public connecté. Donc vous pouvez poser vos questions, cela a déjà été dit, via la plateforme de visioconférence et je répercuterai ces questions à nos invités. Donc, sans plus attendre, je vais pouvoir donner la parole à Madame Kramer. Madame Kramer est directrice Afrique à la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne depuis juin 2019. Elle a passé les 10 premières années de sa carrière à travailler sur les politiques extérieures, notamment dans les délégations de l'Union européenne en Indonésie et en Inde. Elle a également travaillé au cabinet du président Jean-Claude Juncker, à la DG Entreprises et Industrie et à la DG Justice. Donc c'est une présentation très rapide de ce parcours assez impressionnant de Madame Kramer, que je me remercie de s'exprimer en français. Et en vous donnant la parole, Madame Kramer, je voudrais juste souligner, et parce que c'est le point de départ et vous allez nous dire combien on a avancé depuis, la communication conjointe du Parlement européen et du Conseil de mars 2020 qui s'appelait vers une stratégie globale avec l'Afrique. Et on peut lire cette phrase qui me semble importante pour commencer nos débats dans cette communication. Donc la phrase est la suivante: nous devons nous associer à l'Afrique, notre continent jumeau, pour relever ensemble les défis du XXIe siècle. Donc je crois que l'introduction de Monsieur le ministre Riyad Mezzour a déjà donné des éléments dans cette direction en parlant de la pandémie, des chaînes de valeur, du partenariat industriel nécessaire entre l'Afrique et l'Europe. Et donc cette communication est en réalité une liste de 10 sujets, de 10 questions qui vont de la transition verte aux migrations. Vous avez 10 minutes pour nous parler de ces 10 sujets, c'est très court. Et donc, sans plus attendre, je vous donne la parole en vous remerciant d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Fontaine. Merci beaucoup et je salue d'abord l'initiative de la Direction générale du Trésor qui, malgré les défis par la pandémie, a réussi à organiser cette conférence où les acteurs africains et européens sont représentés. Et je vous remercie de m'offrir le privilège d'ouvrir cette table ronde qui se penchera sur la dimension continentale des relations économiques et commerciales entre l'Afrique et l'Europe. Et je me réjouis de la représentation féminine prépondérante dans ce panel. Donc, je dois vous confier les regrets d'abord de la commissaire Jutta Urpilainen qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui sera très attentive aux conclusions des discussions et qui pourra bien sûr tous contribuer à la préparation du 6e sommet Union européenne-Union africaine qui va se tenir le 17 et le 18 février prochain ici à Bruxelles. Donc, ce sommet représente une opportunité pour nous à engager sur une feuille de route commune et ambitieuse entre partenaires. Et cette feuille de route doit s'inspirer des visions et des politiques des deux continents pour accompagner la transformation socio-économique de l'Afrique avec l'aide de financements à la fois publics
et privée. Et comme vous le savez, l'Union européenne a présenté une nouvelle stratégie globale pour s'engager avec l'Afrique, dont la communication conjointe du Parlement au Conseil en mars 2020. Monsieur Fontaine vient d'en parler. Concrètement, cette nouvelle stratégie propose de se focaliser sur 5 partenariats, à savoir une transition vers et l'accès à l'énergie, la transformation numérique, une croissance et des emplois durables, la paix et la gouvernance et le partenariat en matière de migration et mobilité. Et c'est un véritable changement de perspective. En se démarquant de la traditionnelle relation donateur-bénéficiaire, on bâtit un partenariat entre égaux, entre deux continents voisins et partenaires naturels, comme l'a dit déjà souligné le président Ursula von der Leyen dès le début de son mandat sur la priorité accordée au continent africain. Donc, en adoptant la stratégie en octobre 2020, le Conseil européen a appelé à la mise en œuvre d'un programme d'investissement multisectoriel, multiniveau et multipartite pour stimuler les investissements publics et privés et apporter une croissance durable et des emplois à la jeune population africaine. C'est donc en réponse à cet appel du Conseil européen que la Commission européenne travaille en vue du sommet Union européenne-Union africaine sur des initiatives transformationnelles visant à accélérer la transition verte et numérique du continent africain, qui seront alors discutées avec nos partenaires africains. En abordant le sujet des enjeux des relations économiques et commerciales Afrique-Europe, il nous faut bien prendre en compte les défis exceptionnels auxquels nous faisons tous face depuis maintenant presque 2 ans. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, 41 pays africains sont entrés en récession en 2021. La crise socio-économique engendrée par la pandémie du Covid-19 a inversé de facto la tendance positive de certains pays africains qui affichaient des performances économiques supérieures à la croissance moyenne mondiale. Dans ce contexte de grande incertitude, les économies africaines restent insuffisamment intégrées et trop vulnérables aux chocs extérieurs. Les gouvernements africains ne disposent pas de tous les instruments nécessaires pour contenir les multiples impacts socio-économiques de la pandémie. Et le président sénégalais, le nouveau président de l'Union africaine depuis janvier, l'a formulé simplement: il n'y a pas de plan Marshall pour l'Afrique comme il y en a eu pour l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc, quels seront donc les enjeux et les opportunités économiques à saisir pour faire face à cette crise? Tout d'abord, il faut souligner le renforcement de l'économie, de l'intégration économique que le continent africain devrait viser pour augmenter sa capacité de résilience. L'intégration régionale et continentale est essentielle pour construire et élargir progressivement la taille des marchés africains, ce qui peut à son tour justifier des investissements à grande échelle nécessaires pour conduire une industrialisation durable et stimuler la diversification et la compétitivité des économies. Forte de sa propre expérience en matière d'intégration économique et commerciale, l'Union européenne est prête à apporter son soutien à ses partenaires africains. Il faut rappeler qu'à parfois on a tendance de l'oublier, que l'Union européenne est le plus grand partenaire commercial des pays africains et la plus grande source d'investissement étranger direct pour le continent, qu'elle est également le plus grand partisan des processus d'intégration économique et développement du commerce intra-africain. Elle est aussi un acteur majeur en termes d'assistance au développement. Je vais m'arrêter quelques minutes sur la zone de libre-échange continentale africaine et le soutien de l'Union européenne à sa mise en œuvre. L'Union, pour renforcer les capacités de négociation, de ratification et de mise en œuvre de l'accord de libre-échange, a déjà soutenu beaucoup, avec une attention particulière aux obstacles techniques au commerce, pour laquelle la modernisation et l'harmonisation des règles d'origine, la promotion des normes harmonisées et le renforcement des infrastructures de qualité sont des éléments clés. Et l'Union européenne a également soutenu la mise en œuvre d'un observatoire des échanges commerciaux africains. Le soutien
à cette zone de libre-échange continentale va continuer à être un des piliers de soutien de l'Union européenne à l'intégration économique africaine et à la Commission européenne possède différents instruments à sa disposition. Le programme régional pour l'Afrique subsaharienne qui vient d'être adopté consacre un montant significatif à la priorité développement durable et emploi décent, dont 630 millions pour l'intégration économique régionale, le commerce et la facilitation des échanges. D'autres composants du programme régional contribueront également à atteindre les objectifs de zone de libre-échange continentale, notamment les piliers de développement numérique et croissance verte. Dans ce contexte, il est important de rappeler que notre appui se fera à tous les niveaux, continental, régional, en s'appuyant des communautés économiques régionales avec qui on a beaucoup travaillé dans le passé, et aussi national. Si la zone de libre-échange est soutenue par les politiques appropriées et des investissements, elle a le potentiel d'accélérer l'intégration économique du continent, de permettre le développement de chaînes de valeur sur base régionale et à l'échelle continentale et transformer l'écosystème de partenariat commercial entre l'Afrique et l'Union européenne. Je tiens aussi à mentionner que l'appui à la zone de libre-échange est un domaine dans lequel l'Union européenne a une valeur ajoutée à partager son expérience et que c'est ensemble, Commission européenne et États membres, que notre appui pourra avoir le maximum d'impact. C'est pour cela que nous sommes prêts à offrir à nos partenaires africains un appui véritablement européen sous forme d'une initiative Équipe Europe sur l'appui à la zone de libre-échange, avec une coordination efficace et stratégique des actions de la Commission et des États membres de l'Union européenne. Et la facilité d'assistance technique en soutien de cette zone de libre-échange continentale à laquelle la France participe est un exemple concret de cet appui qui est amené à s'étoffer avec l'appui de la France et d'autres pays membres de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, la reprise économique dépendra en grande partie de la performance du secteur privé. Il est donc essentiel d'améliorer le climat d'investissement, mais aussi les conditions pour le développement des écosystèmes entrepreneuriaux solides, d'offrir aux femmes et aux jeunes des réelles opportunités d'entreprendre et de se financer et d'accéder au marché. Cela passe par les soutiens aux réformes, à l'innovation et à la participation des PME à l'économie informelle. Il est aussi primordial de débloquer et de mobiliser des investissements privés au bénéfice du continent africain. Et l'Union européenne utilise des instruments financiers innovants tels que le Fonds européen pour le développement durable plus, offrant des garanties accompagnées par une assistance technique pour réduire des risques et améliorer le climat d'investissement. Enfin, laissez-moi souligner le Forum des entreprises Union européenne-Afrique que nous organisons conjointement avec l'Union africaine et les organisations représentant le secteur privé. Ça se tiendra les jours précédant le sommet du 17 et 18 février. Il sera une occasion concrète et visible pour les représentants du secteur privé des deux continents de travailler ensemble pour accroître l'investissement et de discuter des réformes nécessaires avec les principaux leaders politiques, dans le but d'améliorer le climat de commerce et d'investissement. Et cette année, avec nos partenaires, nous avons choisi porter à l'attention sur les chaînes de valeur qui ont été identifiées comme essentielles dans le cadre d'une économie résiliente et des recommandations concrètes. Les inscriptions au forum sont ouvertes depuis mi-décembre et on envisage déjà plus de 7000 participants. Maintenant, pour une note positive, and to end in English. Et pour terminer donc en anglais, I want to thank you. Je tiens donc à vous remercier sincèrement pour cette invitation et je tiens donc à souligner l'importance d'un tel partenariat stratégique entre les deux continents. Les deux continents partagent une vision commune pour 2030.
Un grand merci et j'ai hâte donc de suivre les prochaines discussions. Productive table ronde. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, nous retenons le soutien européen à l'intégration régionale en Afrique, perçu ou considéré comme un levier de développement en Afrique et de renouveau de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, et aussi ce que vous avez dit à la fin sur l'implication du secteur privé, sujet sur lequel nous ne manquerons pas de revenir dans cette table ronde. Je vais maintenant me tourner vers Madame Samira Rafaela pour ouvrir les premières questions. So, Mrs. Rafaela, Je vais donc passer en anglais. Madame Rafaela est membre du Parlement européen pour le Parti social-libéral néerlandais dès 1966. Elle fait partie du groupe Renew Europe. Elle a étudié l'administration publique à l'université de Leiden. Elle s'est plus particulièrement intéressée aux origines de la radicalisation et du terrorisme. Et c'est à l'université qu'elle est devenue politiquement active en tant que membre de l'organisation Young Democraten. Au Parlement européen, Madame Rafaela est membre de la Commission du commerce international en tant que vice-coordinatrice pour Renew Europe. Elle est également membre de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. Samira est suppléante au sein de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Et avant d'être élue, bien, Samira a conseillé la police néerlandaise sur l'inclusion et la diversité. Elle a ensuite rejoint le personnel de la police nationale néerlandaise chargé donc des politiques d'inclusion. Et elle a été élue au Parlement européen en 2019 et dont elle est l'un des plus jeunes membres. Voilà, donc ainsi vous avez une présentation de Madame Rafaela. Vous êtes donc tout à fait une bonne représentante de cette nouvelle génération de leaders européens issus donc de milieux multiculturels. Je vais commencer avec une question difficile. Il semblerait que les relations entre l'Europe et l'Afrique doivent prendre une nouvelle direction. Alors qu'effectivement, donc, l'Union africaine a lancé un processus d'intégration panafricain. Et cela crée une tension entre les relations préférentielles historiques avec l'Europe, notamment en termes donc d'échanges commerciaux et d'investissements, et cette nouvelle dynamique que l'on voit à l'échelle régionale, donc qui vise pour plus d'intégration. Et donc, c'est une opportunité finalement de renforcer les liens historiques avec l'Europe, ou au contraire d'aller dans l'autre direction. Bonjour à tous. Je tiens à commencer donc par remercier le ministre Riester de m'avoir invité à participer à cette conférence. Merci à la présidence française. Je vous souhaite 6 mois donc de réussite. C'est une question très intéressante. Je tiens donc à commencer avec la relation entre l'Europe et l'Afrique qui remonte à de nombreux siècles et qui a connu de nombreux chapitres, notamment en termes d'échanges commerciaux. L'Afrique et l'Europe ont une relation historique en termes d'échanges commerciaux. J'ai moi-même effectivement des racines africaines et je fais partie de cette diaspora africaine qui souhaite renforcer et maintenir les relations entre les deux continents, notamment à des fins d'échanges commerciaux au Ghana, au Nigeria. Partout en Afrique, on voit que l'Europe a une importance particulière et la relation avec l'Afrique ne se limite pas aux investissements ou aux échanges commerciaux, mais aussi il y a une véritable relation culturelle et c'est très important de se rendre compte que nous sommes très étroitement liés à l'échelle culturelle. C'est quelque chose que nous devons prendre en considération. Si l'on souhaite revenir sur la relation Europe-Afrique, eh bien, il faut prendre aussi en considération cette relation tout à fait particulière. Le commissaire Juncker avait dit qu'effectivement que l'Europe considérait l'Afrique comme le partenaire commercial de l'Europe. Et au fil des ans, eh bien, la Commission européenne a su développer une relation stratégique avec l'Afrique. Nous ne devons pas considérer l'intégration panafricaine comme une menace finalement à
la relation entre l'Europe et l'Afrique, mais plutôt y voir une opportunité. Cela peut créer un potentiel énorme. Il y a un potentiel vis-à-vis des entrepreneurs qui peuvent contribuer à la croissance inclusive et durable en Afrique. Et c'est une opportunité aussi de renforcer nos liens avec une Afrique plus résiliente, plus connectée, sur une base plus égalitaire également. Je pense que c'est l'opportunité ici de, au contraire, voir avancer notre relation. La politique euro-africaine peut également se développer en parallèle du renforcement des échanges intra-africains. Je pense que il y a ici le potentiel pour l'Europe aussi de contribuer au développement des marchés régionaux et le développement de secteurs spécifiques régionaux. En ce qui concerne donc le programme donc, de préférence, cela peut contribuer bien sûr au développement des échanges commerciaux, d'avoir plus d'opportunités donc pour les pays européens qui souhaitent exporter vers l'Union européenne et créer ainsi des chaînes de valeur à l'échelle africaine. En ce qui concerne donc les accords économiques pour les États africains et les États pacifiques, je pense que cela peut aussi être une opportunité pour nous donc de renforcer les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe. Je suis moi-même donc membre de la commission des échanges commerciaux au sein donc de l'Union européenne et on peut voir effectivement à quel point ces instruments peuvent avoir un impact sur les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Afrique. Ça fait partie d'une conversation que nous devons avoir, faire en sorte que nous respectons des valeurs, des normes, tout en créant un partenariat sur une base donc égalitaire. L'intégration panafricaine consiste en une opportunité pour nous de renforcer nos liens avec le continent africain et c'est une opportunité pour l'Union européenne aussi de renforcer les échanges commerciaux et les investissements avec le marché africain qui est un marché résilient. C'est très important effectivement de lancer une conversation stratégique très sérieuse sur les valeurs et les normes que nous souhaitons voir donc renforcer sur les deux continents. Je vous remercie. Merci beaucoup, cela est très clair. Madame Levkov. Madame Levkov est directrice Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée orientale d'EDF. Elle a une formation d'ingénieur d'École supérieure des télécoms de Bretagne. Elle a fait toute sa carrière, je crois, à EDF et elle a été primée au Trophée des femmes de l'industrie en 2019. Madame Levkov, votre société a exprimé dans le cadre de sa stratégie CAP 2030 sa volonté de s'installer dans les pays en développement où l'énergie représente un enjeu majeur et évidemment au premier rang desquels l'Afrique. Donc l'impact sur le développement, sur le climat du développement de l'Afrique est au cœur des préoccupations de l'Union africaine en lien avec le développement du commerce au sein de la nouvelle zone de libre-échange panafricaine. À votre avis, est-ce qu'il est possible de concilier l'électrification de l'Afrique avec les engagements climatiques ambitieux pour ce continent? Et je compléterai ma question dans le détail de l'accord que vous connaissez probablement bien. Est-ce qu'il y a les moyens pour assurer l'interconnexion entre les réseaux électriques, le développement des énergies durables dans ce continent? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bien sûr, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Ministre, de m'avoir invité à ce panel et de représenter le secteur privé français dans, je dirais, cet accompagnement du développement du continent africain. EDF a adopté une raison d'être récemment qui vise à construire un avenir énergétique neutre en carbone, qui concilie la préservation de la planète, le bien-être et le développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Donc, vous voyez que cette raison d'être est au cœur des enjeux dont nous allons parler maintenant.
Effectivement, la stratégie d'EDF à l'international, qui vise le triplement de son activité entre 2015 et 2030, se focalise principalement sur les énergies renouvelables. Et la question que vous me posez, je la trouve très intéressante parce que vous nous demandez si c'est compatible d'électrifier l'Afrique, finalement, qui en a un grand besoin, et de rester sur des énergies renouvelables. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que non seulement c'est compatible, mais c'est au contraire parfaitement lié et associé. Il n'y a pas d'incompatibilité, il y a même une complémentarité. J'aurais même envie de dire que le bénéfice des énergies renouvelables en Afrique va permettre l'accélération de l'électrification de l'Afrique. D'une part, si je regarde au sein du groupe EDF, ce que nous avons développé en quelques années. En 5 ans, nous avons développé un portefeuille de projets concrets, hein, je parle en développement, c'est-à-dire en construction, en exploitation, de 3000 mégawatts. Rien qu'une seule entreprise. Donc, quand on voit le potentiel des entreprises dans le secteur énergétique européen, à l'échelle de l'Europe, ça représente un portefeuille en développement énorme. Bien sûr, il n'est pas suffisant, mais tous ces projets sont des projets d'énergie renouvelable, car l'Afrique possède un énorme gisement de ressources naturelles, que ce soit le solaire, l'éolien, la biomasse. Hein, il faut se souvenir qu'en Afrique, on a un énorme secteur agricole qui regorge de déchets agricoles qui peuvent être réutilisés dans des économies circulaires extrêmement vertueuses, avec des projets de toute taille, hein, allant de très grands projets. Nous sommes en train de construire un projet de 420 mégawatts au Cameroun qui représentera donc 30% de l'électricité du pays. Et tout ceci se fait avec des financements qui viennent pour partie des pays de l'Union européenne et des financements attractifs. Parce qu'effectivement, l'Europe, dans son accompagnement vis-à-vis des pays européens, et Sandra l'a bien expliqué tout à l'heure, a mis en place des outils de financement qui accompagnent ces projets pour la transition énergétique, pour l'accélération de l'électrification de l'Afrique, avec, je dirais, des caractéristiques d'abord, je dirais, de taux et donc de prix du financement intéressantes, mais aussi des garanties qui permettent au secteur privé de venir, y compris dans des pays qui, seuls, n'auraient pas la capacité à rassurer, j'ai envie de dire, les investisseurs privés comme le nôtre. Un projet hydraulique comme celui de Nachtigal au Cameroun, c'est 1,2 milliard d'euros d'investissement. Donc ça ne peut pas se faire sans la communauté internationale et sans un solide support des banques de développement européennes, par exemple. Dans ce projet, il y a 5 grandes banques de développement européennes qui financent et qui apportent de la dette. Donc on voit que non seulement ça n'est pas incompatible, mais c'est même tout à fait possible. C'est aussi possible avec des nouveaux leviers. Sandra a aussi parlé des nouveaux fonds européens de développement durable élargi, des nouveaux outils qui permettent aussi d'aller vers des solutions plus innovantes. Aujourd'hui, nous adressons aussi à EDF le marché des populations rurales par de nouveaux systèmes d'électrification décentralisés à base de solaire, qui sont des outils très innovants qui permettent, grâce aux nouveaux modes de financement par le téléphone mobile, qui font une des fiertés à juste titre de l'Afrique. Et là encore, nous avons besoin de ces nouveaux outils de financement modernes qui permettent d'électrifier, de donner l'accès à l'électricité à ceux qui n'en ont pas du tout. Ce sont encore des centaines de millions de gens en Afrique qui n'ont pas accès à cette électricité. Dans notre programme à EDF, nous avons des grosses installations, donc des gigawatts de programmes éoliens, solaires ou hydrauliques, mais nous avons aussi une roadmap, comme on dit, pour apporter ces kits solaires à plusieurs millions de personnes dans les années qui viennent. Nous avons déjà apporté ces solutions à 1,5 ou 2 millions de personnes et nous allons continuer. Donc, tout mon propos est de dire que nous avons besoin de ces programmes. Nous avons aussi besoin de ce marché unique africain qui va nous permettre d'accélérer
et que pour des investisseurs privés comme nous, faire du porte-à-porte sur 50 pays, avec 50 réglementations, enfin 54, ou avoir des systèmes avec des marchés unifiés, des réglementations unifiées, des portails qui vont nous permettre d'aller plus vite et plus fort, c'est ça ce que nous appelons de nos voeux. Car aujourd'hui, ce qui fait la difficulté du développement de l'électricité en Afrique, ça n'est plus la disponibilité du financement, c'est la lenteur des prises de décision, la complexité des systèmes, je dirais, décisionnels dans chacun des pays. Et donc, ensemble, entre l'Union africaine et l'Union européenne, et avec un adossement au secteur privé, nous pouvons réussir ce changement climatique, cet accompagnement du changement climatique et en même temps le développement de l'électrification de l'Afrique. Je vais donc passer maintenant la parole à Madame Kanayo Awani. Madame Awani est directrice de l'initiative pour le commerce intra-africain de la Banque africaine Export-Import. Et jusqu'à sa prise de position en 2019, elle était directrice des branches Trade Finance. Elle a aussi travaillé pour Citigroup auparavant et donc elle a obtenu un master en administration publique à Harvard, excusez du peu. Donc ma question à Madame Awani, puisqu'elle voit bien la dimension financière de cette intégration commerciale, porte justement sur ce qu'on appelle trade finance en bon français. Et donc la question est de savoir si cet élément de finance risque d'être un facteur limitant pour le développement des échanges à l'intérieur de l'Afrique dans le cadre de cette intégration régionale. Donc, quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ou qui sont déjà entreprises par votre banque pour éviter que le trade finance soit un obstacle à la réalisation de cette intégration commerciale africaine? Thank you. Merci beaucoup. Merci. Je tiens donc avant tout à remercier les organisateurs de m'avoir invité en tant que représentante de la Banque d'import-export de participer donc à cette conférence. Quelques informations de contexte d'abord sur la banque et son activité. La Banque d'import-export a été créée en 1993. Les pères fondateurs donc, de la banque souhaitaient que la banque soit une institution qui puisse faciliter l'intégration des échanges commerciaux par le biais donc justement des financements des échanges commerciaux internes et externes donc à l'Afrique. L'objectif donc de la création de cette institution était d'aider l'Afrique à diversifier ses échanges commerciaux. L'objectif était de financer à la fois des échanges commerciaux intra-africains et externes à l'Afrique, avec effectivement cette valeur ajoutée de la promotion de l'export et de l'import. Nous avons trois instruments. Nous apportons des crédits, nous finançons donc des projets d'investissement, nous apportons des garanties pour limiter le risque et nous apportons aussi un certain nombre de conseils, de services de conseil aux investissements. La mise en place donc de plans stratégiques sur 5 ans. Le dernier plan stratégique donc Impact 2021 s'est terminé en 2021 et se concentrait donc sur les trust funds africains. Ce plan reposait sur 4 piliers. Le premier, donc le développement des échanges intra-africains.
Le deuxième, la promotion donc de l'industrialisation et le développement donc des échanges commerciaux. Et le dernier donc étant donc les gains d'efficacité et d'efficience. En ce qui concerne le plan stratégique qui vient de commencer en 2022, qui ira jusqu'en 2026, vise à consolider justement les avancées que nous avons pu réaliser au cours de ces 5 dernières années. L'objectif, donc, c'est de créer un département spécifique pour les échanges intra-africains. Et nous sommes le premier groupe à le faire à l'échelle donc continentale. Notamment, donc, premier groupe à se concentrer sur les échanges commerciaux intra-africains qui souhaitent donc promouvoir et faciliter les échanges intra-africains. Les autres départements se concentrent sur les échanges commerciaux à l'extérieur de l'Afrique, donc entre l'Afrique et le reste du monde. Et nous avons également un département qui est dédié au plan stratégique, au développement de l'export, à l'industrialisation. Et nous avons également donc une succursale donc, qui vise à créer un fonds dédié au projet de développement en Afrique pour justement donc apporter des solutions de financement et apporter donc notamment du capital à ces projets qui en manquent tant. Nous avons pu donc, par le biais de ce fonds, apporter plus donc de 5 milliards de dollars d'investissement afin justement donc de combler ces manquements et de combler et de pouvoir financer ainsi ces projets. Je pense que nous sommes l'une des rares institutions qui a justement soutenu cette idée de ZLECAf et qui a pu participer notamment au débat en amont donc de la création de la ZLECAf. Et nous pensons que la ZLECAf peut représenter une véritable opportunité sur l'ensemble du continent et notamment en ces temps donc de pandémie. La mise en œuvre de la ZLECA est peut-être le meilleur instrument de relance dans ce contexte donc post-pandémie. Et il y a beaucoup de pays africains qui ne disposent pas encore des politiques budgétaires pour pouvoir justement investir des milliards et des milliards pour véritablement mettre sur pied un plan de relance. Et donc, il est essentiel de pouvoir développer les échanges commerciaux pour accélérer le développement de ces pays en ce contexte donc de post-pandémie. Cela nous permet donc de ainsi créer un marché de 1,3 milliard de personnes et l'un des plus grands marchés au monde, l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Et donc c'est ça le potentiel de la ZLECAf. Et cela créera des opportunités pour un grand nombre de parties prenantes. Cela nous permettra de lutter contre la fragmentation du continent. Cela nous permettra effectivement donc de s'attaquer à cette nouvelle dimension de marché unifié et de créer de nouvelles compétences qui n'existaient pas précédemment. Je pense que cette zone de libre-échange nous permettra aussi de véritablement renforcer nos capacités d'industrialisation de nos pays. Cela permettra aussi de réduire les barrières non tarifaires, etc. Je pense que cette zone de libre-échange est essentielle et notamment donc pour les échanges commerciaux infra-africains qui comportent plus de risques. Et c'est la raison pour laquelle la banque comme la nôtre joue un rôle aussi dans le renforcement des capacités afin d'apporter justement le financement des échanges commerciaux nécessaires si l'on souhaite interagir avec les différents pays de la ZLECAf. En ce qui concerne maintenant la Banque africaine de développement, permettez-moi de dire que l'année dernière,
Nous avons constaté peu avant la pandémie qu'il y avait eu un déclin significatif de la demande dans le domaine de finances. Donc, nous avions atteint un pic en 2019, mais c'était resté acceptablement élevé. Nous avons également constaté, d'après ce rapport, que les PME, avec la part la plus importante des demandes de financement, que certaines avaient été rejetées par les banques. Nous sommes conscients que les PME vont porter le commerce intra-africain. Ce sont les femmes, la jeunesse qui vont porter ce commerce intra-africain. Et nous estimons que c'est là que nous devons accorder nos efforts. Nous devons renforcer notre coopération avec les partenaires européens, notamment pour soutenir le financement de ce commerce et notamment auprès des petites et moyennes entreprises. Je vais m'en tenir là pour l'instant et je répondrai aux questions à mesure que nous avançons dans la discussion. Merci beaucoup. Donc, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Christian Yoka, qui est directeur du département Afrique à l'Agence française du développement depuis 2021. Il était auparavant directeur régional pour l'Afrique de l'Est, toujours à l'Agence française du développement jusqu'à 2021, donc, et depuis 2018, et auparavant encore, directeur régional pour le Cameroun, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Il est titulaire d'un DESS de droit et de fiscalité de ma belle université et d'un master en droit bancaire de l'université de Boston. Alors, Monsieur Yoka, avant de vous entendre nous expliquer les actions concrètes de l'Agence française du développement pour développer le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, j'aimerais dans un premier temps revenir sur la question posée en introduction à Madame Samira Rafaela. Comment percevez-vous le tournant dans les relations entre l'Europe et l'Afrique que représente précisément le lancement de la zone de libre-échange africaine? Bonjour et merci pour cette question. J'aimerais d'abord remercier le ministère des Finances pour l'organisation de cette conférence et pour cette invitation. Ce sujet d'intégration régionale représente une priorité de l'action de l'Agence française de développement. Nous y voyons un enjeu majeur de financement du développement sur le continent. Pour mémoire, je vais rappeler qu'en 2015, lors de la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement, la mobilisation du secteur privé faisait partie des options fortes qui avaient été posées sur la table. Et qui dit mobilisation du secteur privé parle aussi du secteur privé étranger et notamment de l'investissement direct étranger. Or, l'investissement direct étranger, pour se développer, se mouvoir, a besoin de marchés importants et structurés. De ce point de vue-là, la zone économique de libre-échange représente un enjeu majeur pour permettre la mobilisation de cet investissement direct étranger. Alors, à 3 points de vue au moins, cette initiative présente pour nous en effet un tournant majeur. D'abord, et cela a été dit précédemment, c'est une opportunité de mettre un terme à l'existence de cet espace hétérogène et fracturé que représente aujourd'hui le marché africain. Ensuite, c'est une opportunité de faire évoluer un commerce avec le reste du monde qui reste encore trop tourné vers les ressources naturelles, alors que le commerce intra-régional permettra lui, de favoriser l'échange de produits transformés. Alors, le contexte mondial est porteur pour ce type d'accord. J'en veux pour preuve le récent accord RCEP qui a été signé sur la zone asiatique. Et la pandémie vient nous rappeler à quel point il est important de développer des chaînes de valeur régionales, de sécuriser les approvisionnements, et le développement de ces chaînes de valeur régionales constitue, de notre point de vue, un vecteur important de transformation structurelle des économies. Alors, à ce titre,
cette donne nouvelle dans la relation entre l'Europe et l'Afrique est absolument fondamentale, puisque jusqu'à présent, les accords commerciaux reposaient essentiellement sur des préférences, vous l'avez rappelé en entrée, des tarifs, des standards. L'accord de Cotonou, les APE répondaient à cette logique. Aujourd'hui, l'ambition est plus forte côté africain, elle est beaucoup plus large, puisqu'aujourd'hui, cette zone se contente non pas de discuter simplement de mesures non tarifaires, mais également d'investissement, de concurrence, de droits de propriété intellectuelle, de commerce numérique. On se retrouve donc en présence d'un nouveau paradigme, beaucoup plus large, qui doit permettre d'envisager des accords, des relations commerciales renouvelées et plus ambitieuses entre l'Europe et l'Afrique, de nature à rapprocher ces deux grands acteurs, notamment en permettant la relocalisation vers l'Afrique de certaines chaînes de valeur et permettre ainsi l'industrialisation et la montée en puissance de certains services. L'enjeu est majeur et nous avons, je dirais, presque une obligation de réussir, parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des défis essentiels à relever sur ce continent africain est bien le défi de répondre à cette jeunesse qui existe et à la possibilité de créer des emplois. Donc, de ce point de vue-là, oui, nous sommes en présence d'un tournant majeur dans le cadre de cette ZLECA, dans la relation Union européenne et Afrique, et l'AFD est tout à fait disposée à prendre part à cette dynamique. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cours de la discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éléments. Donc, nous allons maintenant passer, si vous le voulez bien, à un deuxième ensemble de questions, un deuxième tour de table qui va être l'occasion de rentrer plus dans le détail des éléments constitutifs de l'accord pour la zone de libre-échange africaine. Donc, ma première question va être adressée à Madame Samira Rafaela. Si on réfléchit un peu sur le long terme, ce qui est important pour le développement de l'Afrique, c'est que la croissance soit inclusive, que la croissance soit soutenable. Et la question que je vous pose est de savoir si l'accord de libre-échange africain tel qu'il a été conçu permet d'atteindre cet objectif, et est-ce que l'Europe, au fond, peut aider, compte tenu de son expérience qui a été rappelée par Madame Sandra Kramer tout à l'heure en matière d'intégration régionale, est-ce que l'Europe peut apporter son support pour être certain que la croissance en Afrique soit soutenable et inclusive? Yes, thank you. Merci de cette question. Oui, je pense que cet accord, sans aucun doute, peut apporter sa contribution pour une croissance plus équitable et durable. Cela est ressorti, on ne peut plus clairement, dans le cadre des propos liminaires des différents orateurs et oratrices. Très intéressant. Le défi pour faire avancer cette croissance-résilience plus équitable et plus durable dépend de la mise en œuvre de cet accord et de la manière dont il sera mis en œuvre. Vous pouvez signer un accord et le concevoir de manière telle qui fait que sur papier, vous créez une situation qui potentiellement fera avancer la croissance équitable et durable. Mais le défi, c'est la traduction potentielle de cet accord dans des pratiques opérationnel, mais il faut également garantir qu'il y ait un suivi, un contrôle de ce qui est convenu dans l'accord. Il y a un défi similaire dans les accords de libre-échange entre l'Union européenne et d'autres partenaires, mais aussi sur notre marché intra-africain ou sur notre marché intérieur. Donc, comment faire en sorte que cette croissance plus juste et durable soit
appliquée? Eh bien, cela dépend de la bonne mise en œuvre et d'une mise en œuvre réelle. Et là, il y a un rôle à jouer pour les acteurs sur le terrain qui, de manière positive ou négative, vont être affectés par certains aspects de la mise en œuvre. Je pense donc que la société civile peut mettre sur la table des exemples qui montrent comment est-ce que la mise en œuvre peut être améliorée ou comment est-ce que des aspects techniques peuvent être ajustés avec peut-être l'aide pertinente. Et je crois que nous devons réfléchir de manière stratégique et sagace afin de nous assurer que nous identifions les groupes cibles. Par exemple, dans mon travail sur le commerce, je me concentre beaucoup sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et le commerce. Donc je suis pour un chapitre égalité femmes-hommes dans ces accords de libre-échange. Je crois que c'est une évolution nouvelle, très intéressante, dès lors que nous évoquons ces accords de libre-échange. Donc il faut identifier la société civile, identifier des groupes cibles spécifiques qui peuvent être inclus dans le processus de mise en œuvre et qui pourront s'assurer que ces accords apporteront une véritable contribution, notamment à la question de l'inclusivité. Un autre aspect important de la mise en œuvre, c'est reconnaître le besoin de faciliter cette mise en œuvre, notamment avec la connaissance et le savoir-faire. Ainsi, différents partenaires internationaux peuvent apporter leur contribution pour, par exemple, favoriser le renforcement des capacités ou encore le développement institutionnel sur le continent africain pour permettre cette mise en œuvre. Et dans ce domaine en particulier, l'Union européenne a un rôle à jouer. J'entends souvent la Commission qui affirme qu'elle est engagée à travers différents canaux auprès des partenaires, notamment pour les accords économiques et pour leur mise en œuvre. Je crois que c'est une excellente évolution car au sein de l'Union européenne, nous avons l'expertise du développement d'un marché unique, d'un marché intérieur. Nous avons l'expérience de la mise en œuvre des ALE et donc nous pouvons partager ces enseignements et ces connaissances. Donc partager ces connaissances, c'est important pour la mise en œuvre de n'importe quel instrument de partenariat économique. L'Union européenne en Afrique doit se concentrer sur les éléments qui peuvent apporter des bienfaits à court terme pour faire avancer cette croissance résiliente, plus équitable et plus durable et pour l'inclusivité. Mais nous devons aussi travailler sur cette croissance équitable et durable à long terme comme à court terme. En associant ces deux éléments, nous pourrons faire avancer les objectifs de développement durable à court terme et à moyen terme dans le cadre notamment des objectifs tels qu'ils ont été dessinés dans l'accord de Paris. Je crois que cela permettra d'être au bienfait de l'Afrique, de contribuer à la croissance durable, mais ce sera aussi pour le bienfait de l'Union européenne. Donc nous devons prendre ces différents aspects en compte. Enfin, nous devons nous concentrer aussi sur la jeunesse et les femmes dans ce processus, car c'est un potentiel qui n'est pas suffisamment exploité, que ce soit en Afrique ou que ce soit au niveau de l'Union européenne ou du monde entier. Si nous autonomisons davantage d'individus, si nous créons des opportunités de croissance, les économies et les sociétés pourront tirer des profits des bienfaits économiques et sociaux qu'ils seront apportés. Merci. Merci pour ces éléments. Donc, nous allons maintenant parler du secteur privé et je vais me tourner vers Madame Valérie Levkov. Madame Levkov, est-ce que vous estimez que les accords de commerce et d'investissement dans leur forme actuelle tiennent suffisamment compte au fond des intérêts, des réalités des entreprises et notamment pour ce qui vous concerne plus directement, des entreprises de services, des entreprises de réseau? Merci pour cette question. Alors, bien sûr, les accords tels qu'ils sont répondent à une bonne partie de nos besoins, si tant est que nous les mettions en œuvre, je dirais collectivement, dans leur diversité, leur nombre, leur complexité parfois. Donc, on a un premier sujet qui est la capacité à mettre en œuvre ces accords de façon opérationnelle. J'ai écouté attentivement ce que Samira a dit et au-delà des sujets, je dirais, un peu techniques des déploiements, et dans les entreprises de services et de réseaux comme les nôtres, le sujet des compétences qui a été évoqué est très important. Et donc, nous avons, je la rejoins sur ce point, vraiment besoin de travailler sur le développement des compétences. Du meilleure utilisation de la jeunesse qui n'attend que ça, finalement, de contribuer au développement de leur pays. Donc nous avons, nous, un rôle à jouer dans l'apport de ces compétences, dans la formation.
Donc dans le financement de la formation, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'aller chercher les jeunes, de les ramener dans les centres de formation et de les former. Donc les opérateurs de réseau comme ceux que je représente emploient énormément de monde. Nous avons des activités de terrain qui se développent dans la totalité des territoires, donc y compris les plus lointains et isolés, et loin des centres de formation, loin des centres de compétences. Donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Si vous prenez un projet comme Nartigal, qui est la construction d'un barrage au Cameroun, il y a en ce moment même, à l'heure où je vous parle, 3600 Camerounais qui travaillent sur le site, qui sont donc formés, ne serait-ce que par le travail qu'ils y font et l'accompagnement que nous faisons en matière de qualité, santé, sécurité. Comment faire en sorte que demain, ces salariés puissent utiliser les compétences qu'ils auront acquises sur ce chantier sur un autre chantier? Donc on a parlé soutenabilité sur le long terme. Et là, ça rejoint le sujet qui nous occupe aujourd'hui, puisque le sujet du marché unique de l'emploi, qui peut être parfois un gros mot, me semble très important. Parce que derrière la frontière, il y a peut-être un autre chantier qui pourrait avoir besoin de ces communautés de travailleurs formés et formés aux meilleurs labels mondiaux et européens en matière de respect du droit du travail, du respect du droit de l'homme, de l'égalité. Et donc, moi, je pense que c'est très important qu'on ait une action soutenue et dans la durée pour faire en sorte que les salariés qui travaillent sur les grandes infrastructures puissent vraiment être suivis et accompagnés dans la durée pour qu'ils aient accès à un emploi stable, qualifiant dans la durée. Un deuxième sujet important pour nous, les entreprises d'infrastructure, c'est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les réglementations unifiées. Les infrastructures, elles ne s'arrêtent pas aux frontières. Nous avons besoin en Afrique, pour développer l'énergie, de développer les réseaux, de développer les barrages qui sont aux frontières. Les fleuves ne s'arrêtent pas d'un pays à l'autre. Et c'est très compliqué encore aujourd'hui de porter ces projets binationaux, voire trinationaux. C'est compliqué du point de vue des réglementations techniques, des règles de financement, de la taxation et puis de l'emploi, j'en ai déjà parlé. Donc, oui, les accords tels qu'ils sont aujourd'hui sont déjà une aide importante, mais il faut aller plus loin dans tous les secteurs de façon holistique pour faire en sorte que ce que nous apportons, au-delà des projets et de l'électricité que nous apportons, en matière d'environnement, environnemental, social, humain, puisse bénéficier sur le long terme dans les pays dans lesquels on s'installe. Merci. Donc, d'une part, compétences, formation, mobilité de la main-d'œuvre, et puis de l'autre, harmonisation des réglementations. Je vais maintenant me tourner vers Madame Awani et lui poser donc une question qui a trait aux barrières non tarifaires. Donc, ça rejoint ce que Madame Lefkow vient de nous dire sur l'harmonisation des réglementations. Dans cette entreprise d'intégration régionale, on peut bien sûr supprimer tous les droits de douane que l'on veut entre les pays, mais cela ne va pas régler le problème de mise en place d'un environnement pour des affaires suffisamment fluide. Et donc, il est important de réfléchir à la suppression des obstacles non tarifaires. Donc, nous savons tous que c'est un des objectifs de cet accord. Pensez-vous qu'il est facile à atteindre ou que des difficultés vont finir par apparaître? Merci. Permettez-moi de commencer en disant que je suis tout à fait d'accord avec cette question des droits de douane qui constitue un problème. Vous pouvez lever les barrières ou les droits de douane, mais il y a également des obstacles non tarifaires. Et c'est la raison pour laquelle notre banque œuvre pour faciliter l'accès au financement. Alors c'est vrai que là aussi, il y a des objectifs et des questions, des problèmes. Nous en avons d'ores et déjà parlé, même
même les banques, même notre banque également a essayé de mettre en place 20 milliards de fonds disponibles, mais il nous faut une facilitation. Et donc, nous avons un groupe qui va travailler avec le secrétariat de la ZLECA, avec les partenaires stratégiques, l'objectif étant de répondre à cette question des obstacles non tarifaires. C'est vrai que nous n'avons pas de définition commune de ce qu'est et de ce que n'est pas un obstacle non tarifaire, mais nous avons les mesures commerciales non tarifaires. Nous avons également les écarts en matière d'infrastructure. Il y a également des frais en matière de transactions qui sont associés notamment aux échanges et au commerce. La ZLECA a pour objectif notamment de définir les obstacles non tarifaires. Et c'est défini comment? Eh bien, c'est défini par les obstacles qui ne permettent pas de véritables mécanismes commerciaux autre que la mise en place de droits de douane. Il y a par exemple les obstacles techniques au commerce, les mesures phytosanitaires et sanitaires, la question de la participation du gouvernement dans des pratiques commerciales, d'autres restrictions qui peuvent s'appliquer, qui sont tolérées par les gouvernements, les douanes ou autres procédures. Il y a également d'autres limitations, des frais par exemple sur les transports ou autres. Nous pouvons dresser la liste de ces questions. Elles ont d'ailleurs d'ores et déjà été mises en exergue par ce panel. Mais que savons-nous? Eh bien, nous savons qu'il y a des répercussions sur certains mécanismes et nous savons surtout que la suppression de l'ensemble des droits de douane a généralement des répercussions positives. Donc, nous devons nous assurer que l'ensemble de ces obstacles non tarifaires soient également levés. Et il représente en tout et pour tout environ 18 milliards de dollars. Nous devons également avoir une croissance du PIB que nous appelons de nos vœux. Et nous pourrons avoir une telle croissance du PIB si nous incluons la suppression de ces obstacles non tarifaires. Donc nous savons que les obstacles non tarifaires sont absolument essentiels pour qu'il y ait un véritable succès dans la mise en œuvre de la ZLECA. La Banque mondiale en appelle à davantage d'échanges, à une compétitivité mondiale. Et c'est vrai que dans cette compétitivité mondiale, eh bien, les pays d'Afrique sont encore en bas de la liste. Et nous constatons que les pays où il n'y a pas d'obstacles tarifaires, eh bien, ont davantage de succès. Il y a d'autres coûts également qui limitent le succès de ce commerce intra-africain. Nous estimons que ces obstacles non tarifaires, nous pouvons y répondre de manière tout à fait positive dans le cadre de la ZLECA, notamment à travers des cadres réglementaires qui ont été mis en œuvre pour faire face à cette question des obstacles non tarifaires. Les comités régionaux comme le SADC ou autres ont d'ores et déjà mis en place des systèmes de suppression de ces obstacles non tarifaires pour que nous tirions des enseignements pragmatiques afin de gérer ces obstacles non tarifaires sur l'ensemble du continent. Outre ces différents points, eh bien, nous pensons que nous avons d'autres raisons d'avoir confiance, car des institutions comme nous-mêmes qui sont affectées par ces obstacles non tarifaires, eh bien, nous ne restons pas sur le bord de la route à attendre que les choses se passent. Nous agissons, nous anticipons, nous y travaillons, notamment sur des questions comme les normes, l'harmonisation des normes, par exemple. Eh bien, là, nous travaillons très étroitement, par exemple, avec des instituts en Allemagne, comme le PTB, l'objectif étant de travailler sur les politiques en Afrique et sur l'harmonisation des normes. Nous œuvrons également pour mettre en place des normes d'assurance de qualité africaine, donc un label que nous essayons de mettre en place. Nous travaillons avec des laboratoires, avec des instituts, afin de travailler sur les normes dans le cadre des exports, dans le cadre des pays africains, du commerce intra-africain, mais également pour ce qui est du commerce vers l'extérieur du continent africain. Nous avons mis, par exemple, en place un système de garantie des transits. L'objectif
étant de nous assurer que ces qualités soient mises en place. Car aujourd'hui, nous constatons que le coût, eh bien, il s'applique souvent à la frontière, si vous voyagez, si vous passez par la frontière. Donc, nous essayons de mettre en place un cadre institutionnel qui nous permettra d'émettre une garantie régionale. Nous avons un projet pilote qui a été lancé dans ce domaine, l'objectif étant d'avoir une garantie régionale ou un coût régional qui permettra une libre circulation de ces produits, et nous travaillons également pour nous assurer que cette norme de qualité soit mise en place, et il faut bien entendu que les droits de douane soient touchés par les pays pertinents. Nous avons également des institutions pour répondre aux besoins de petites et moyennes entreprises et leur permettre de participer à ce commerce international, car trop souvent ces PME sont trop petites, elles ne peuvent pas participer de manière efficace, elles ne disposent pas des financements, elles ne disposent pas des compétences pour qu'il y ait un commerce international, et donc nous estimons que c'est un échec au niveau institutionnel, et donc nous souhaitons travailler afin de favoriser la participation à ce commerce émergent. Nous travaillons par exemple avec les banques africaines de développement pour travailler à ces différents points. Alors pourquoi j'essaie ici d'énumérer différentes initiatives pour vous dire que nous travaillons à la mise en œuvre, à la bonne compréhension également des problématiques liées à ces obstacles non tarifaires. Alors je puis élaborer sur les nombreuses initiatives qui sont les nôtres, si vous souhaitez que j'élabore davantage, notamment le travail que nous menons à bien avec nos partenaires internationaux pour travailler à cette suppression des obstacles non tarifaires. Il y a également une autre question, celle de la multitude de devises, sur la multitude de coûts également. J'ai évoqué la question des petites et moyennes entreprises et de faire en sorte qu'elles contribuent de manière efficace. Nous travaillons également sur le système de paiement harmonisé, par exemple. Nous souhaitons travailler sur le financement dans les échanges, dans le commerce, et nous avons un projet pilote qui a été lancé dans ce domaine. Jeudi, d'ailleurs, nous aurons un lancement commercial dans la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, l'objectif étant que les échanges puissent se faire dans les devises locales également. Au Nigeria, par exemple, nous avons des acheteurs de biens qui peuvent acheter en lire nigériane au Ghana, par exemple. Je crois que ce sera vraiment ce qui changera la donne. Et puis, il y a d'autres problèmes. Nous avons le coût du financement qui est important. Nous avons les devises multiples. Nous avons également le commerce informel. Ça également, c'est un problème majeur, ou plutôt un obstacle majeur, car parfois cela nous empêche de formuler de manière pertinente les besoins qui sont les nôtres. Et cela sera lissé grâce à la plateforme de paiement unique qui va être mise en place. Nous sommes tout à fait optimistes quant à la réduction de ces obstacles non tarifaires, et des organisations telles que la nôtre travaillent activement, travaillent d'arrache-pied pour concrétiser ces différents besoins. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse très détaillée, et on retient en particulier le point sur la plateforme de paiement unique qui ouvre de grandes perspectives. Vous avez parlé du développement du commerce et de l'impact positif sur le PIB des pays africains, ce qui amène à la question du chiffrage des bénéfices attendus de l'accord. Et c'est la dernière question que je vais poser du coup à Monsieur Christian Yoka, avant de prendre les questions qui ont été posées par les participants en ligne. Il y a de multiples questions que je vais essayer de regrouper dans la dernière demi-heure. Mais avant de le faire, Monsieur Christian Yoka, est-ce que vous avez chiffré à l'Agence française du développement les gains attendus de l'accord? Il y a de grandes ambitions, évidemment, qui ont été rappelés, mais la réalité, c'est que les grands partenaires commerciaux en termes de taille économique, ce sont plutôt la Chine, les États-Unis et bien sûr l'Europe, en raison de la taille économique et du fractionnement actuel du continent africain en matière commerciale. Alors, cela signifie-t-il que l'accord qui est signé est plutôt un cadre qui va accompagner le développement futur de l'Afrique plutôt que le moteur attendu de ce développement? Est-ce que vous avez des données chiffrées?
Alors, est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, très bien, parfait. Alors, sur la première partie de votre question, en ce qui concerne le chiffrage, alors, il n'est pas évident de chiffrer les gains attendus de l'impact de la ZLECAf, parce que vous savez qu'un des gros problèmes que l'on a au niveau des économies africaines, c'est la part du secteur informel qui reste prépondérante et significative. Donc, il est difficile de chiffrer avec précision ces gains. Et d'autre part, c'est que ces gains, expansion du commerce intra-africain, sont en partie compensés par des pertes, notamment en termes de recettes tarifaires. Cela dit, nous nous sommes livrés à cet exercice sur un pays comme le Maroc, en lien avec le ministère de l'économie et des finances marocain, notamment avec la direction des études et des prévisions financières du royaume. Nous avons travaillé à une modélisation pour analyser les impacts de différents scénarios sur la libération du commerce pour l'économie marocaine à horizon de 2050. Et nous entendons poursuivre ce genre de travaux. Malgré tout, il existe des chiffres qui sont donc publiés notamment par la Banque mondiale qui, dans une étude de 2020, prévoit que d'ici à 2035, avec la ZLECAf, on pourrait atteindre une augmentation de 81% des exportations intra-continentales, et spécialement sur les produits manufacturés, et de 19% d'exportation avec des pays non africains. Et la même étude de la Banque mondiale prévoit que près de 30 millions d'habitants pourront sortir de l'extrême pauvreté grâce à cet accord, et que par ailleurs le revenu de 68 millions de personnes pourrait être significativement augmenté, 68 millions de personnes vivant avec moins de 5 dollars par jour. Donc des données existent, qu'il faut manier avec précaution en raison de ce que j'indiquais sur la taille de l'économie informelle. Sur la deuxième partie de votre question, cadre de développement ou moteur de développement, j'ai envie de dire qu'il s'agirait des deux. Nous sommes à la fois en présence d'un cadre favorable au développement, puisque comme je le rappelais, hein, la ZLECAf n'est pas un simple accord commercial, il va bien au-delà. Et de ce point de vue-là, il constitue un véritable instrument stratégique de développement. Puisqu'il vise quand même un certain nombre de points importants, hein, réduction des coûts élevés de transport et de logistique. Il plaide pour une convergence institutionnelle avec la mise en place de règles communes, d'harmonisation de normes, de droits de propriété intellectuelle, de commerce électronique. Il vise à améliorer l'attractivité de l'investissement direct étranger, et également à travailler sur la consolidation de corridors commerciaux. Le corridor Bamako, Dakar-Bamako par exemple, Nakala qui relie la Zambie au Malawi, le corridor Mombasa-Nairobi-Addis Abeba, etc. Donc vous voyez bien qu'on est en présence d'une initiative qui vise à travailler sur un cadre global, puisqu'il implique des investissements en matière d'infrastructure, il implique des investissements ou des améliorations de cadre institutionnel, donc traite des sujets de gouvernance qui sont importants, en plus de tous les aspects directement liés aux sujets commerciaux, comme des tarifs ou des barrières non tarifaires, etc. Alors, tout ça fait que ce cadre est un cadre propice au développement, et c'est aussi un moteur de développement, et c'est pour cette raison que nous avons choisi de nous y impliquer et de le suivre, certains des paramètres étant quasiment des prérequis pour que cette zone fonctionne de manière effective. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de procéder
un démantèlement tarifaire pour penser que tout d'un coup, les échanges pourront se faire sans aucun problème. Il faut veiller à ce qu'il existe une sécurité des investissements, des transactions. Donc, travailler sur le climat des affaires est tout aussi important et constitue, si ce n'est un préalable, un minima, mais en tous les cas, une action qu'il faut conduire en parallèle pour venir conforter et augmenter les chances de succès de cette zone. Tout à l'heure, Valérie soulignait l'importance du travail à faire sur le sujet des compétences, du développement des compétences. C'est un point que nous prenons en effet à titre d'exemple, et s'agissant du secteur de l'électricité de manière plus spécifique, nous avons décidé de soutenir un projet de centre de formation au métier d'électricité dans un pays comme l'Éthiopie, par exemple. Et nous pensons que tout ça concourt à améliorer l'attractivité des investissements qui peuvent être réalisés dans un pays donné. De la même manière, travailler sur l'agro-industrie, sur l'horticulture, à travers l'harmonisation des normes phytosanitaires représente une avancée importante, ou dans le secteur pharmaceutique, où plusieurs initiatives sont prises dans un certain nombre de pays comme l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Égypte. Il est important de pouvoir travailler à un environnement normatif essentiel. Donc, pour répondre à votre question, c'est pour nous, la ZLECAf offre en effet un cadre propice pour le développement, en même temps qu'il est un moteur de développement qu'il nous faut appuyer de manière importante. Merci, c'est très clair. Donc nous allons maintenant passer aux réponses aux questions qui ont été posées par les participants en ligne. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Je vais essayer de les regrouper en faisant tourner la parole, et nous accueillons Monsieur Domenico Rosa, qui est chef d'unité partenariat stratégique avec l'Afrique et les États ACP à la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne. Il est également chef de la task force sur le partenariat post-Cotonou, et donc il va répondre aux questions qui concernent plutôt la Commission européenne et les partenariats auxquels Madame Sandra Kramer aurait répondu si elle avait pu rester. Donc merci d'être avec nous. Je vais vous donner du coup la parole pour commencer. Nous avons une question générale évidemment sur comment la ZLECAf va redessiner le partenariat UE-Afrique, mais cette question a été déclinée de façon un peu plus spécifique en 2 points. Donc nous avons un participant qui pose la question des barrières non tarifaires sur les produits manufacturés, qui constitue un obstacle aux exportations africaines. Et donc, comment l'Union européenne peut-elle aider? Et puis, un autre participant a posé une question symétrique, disant que les petites et moyennes entreprises européennes ont des difficultés sur le marché africain, et est-ce qu'il existe des dispositifs d'accompagnement pour faciliter donc la participation des PME européennes à ce marché africain. Donc d'un côté, difficulté d'accès au marché européen en raison des barrières non tarifaires en matière industrielle pour les entreprises africaines, et puis dans l'autre sens, difficulté des petites et moyennes entreprises européennes pour accéder au marché africain. D'accord, non, merci pour l'invitation, et justement, comme vous dites, je remplace ma directrice, Madame Kramer, qui a fait la partie d'introduction. Alors, tout d'abord, d'un côté, je dois dire que la ZLECAf a une vocation à améliorer et augmenter le commerce intra-africain. La ZLECAf n'est pas un accord entre l'Afrique et l'Europe. Au contraire, c'est un accord interne africain qui vise à augmenter les échanges intra-africains, qui restent quand même très bas. Ils sont, si je ne me trompe pas, et je pense que quelqu'un l'aura mentionné dans les interventions précédentes, à 17%, ce qui est quand même assez limité quand on voit que
Par exemple, en Europe, la majorité des échanges commerciaux se font au niveau intra-européen. Donc, ceci dit, et donc voilà l'appui que nous donnons d'une part, si vous voulez, à la partie institutionnelle et des mises en œuvre de la ZLECAf est une chose. De l'autre côté, ce qu'on pense faire, c'est d'essayer de développer des chaînes de valeur au niveau continental de façon à créer cette structure industrielle, à industrialiser en quelque sorte un peu l'Afrique de façon à que le commerce intra-africain puisse s'améliorer. Du coup, sur les questions de comment pouvoir faciliter un accès des produits africains en Europe, effectivement, il peut y avoir de barrières non tarifaires. Vous savez que le commerce entre l'Europe et l'Afrique, il est essentiellement régi par deux régimes commerciaux. D'un côté, vous avez tout sauf les armes pour les pays moins avancés, donc qui peuvent exporter pratiquement sans quota et sans tarif. Et le deuxième, c'est à travers les accords de partenariat économique. Ces accords de partenariat économique en particulier, qu'on a, si je ne me trompe, avec 14 pays d'Afrique, visent essentiellement aussi à réduire celles qui sont le barrière non tarifaire à travers un volet qui est un volet de coopération au développement qui devrait justement aider à favoriser l'accès, notamment en mettant les entreprises africaines en mesure de répondre à ce qui sont les demandes que nous imposons à nos propres producteurs. Donc, les mesures en matière phytosanitaire, en mesure de sécurité de produits, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est imposé à l'Afrique d'une façon unilatérale. Je pense que c'est un niveau de standard qui est très élevé au niveau européen. Et je pense que d'un certain point de vue, en termes de protection du consommateur notamment, nous sommes ceux qui sont un peu à l'avant-garde au niveau mondial. Et l'idée, c'est justement d'aider la production africaine à se mettre à ces niveaux-là, non seulement pour pouvoir exporter en Europe, mais un peu dans le monde entier. Ça, c'est une chose. Sur le deuxième point, c'est vrai que justement, les petites et moyennes entreprises peuvent avoir deux problèmes majeurs. D'une partie, c'est la question de la connaissance, donc avoir une connaissance des marchés. Et pour cela, je pense que le pays au niveau bilatéraux, la France, mais aussi les autres pays, font de missions économiques justement pour aider à améliorer cette connaissance. L'autre problème, c'est le contexte dans lequel les petites et moyennes entreprises pourraient investir ou essayer de développer les exportations. Et ça, je pense que c'est un problème justement majeur qu'on essaye aussi d'adresser, c'est-à-dire d'aider à résoudre, c'est dans quelle mesure on peut avoir un cadre réglementaire qui est clair. Je pense que ça, c'est important. C'est très important pour les investissements et avec la dernière révision de la politique commerciale, justement, on essaye d'une part de mettre en place des accords de facilitation des investissements durables qui puissent être suffisamment clairs pour les investisseurs. Vous savez que si vous allez regarder en Afrique, il y a un nombre de codes d'investissement ou d'accords d'investissement énormes, ce qui aussi crée un problème d'équité et d'équilibre pour les investissements étrangers. Et dernière chose, ce qui manque aussi, c'est un peu un système d'arbitrage en cas de problème qui puisse être commun à tout le monde au lieu de se référer à des différents cadres d'arbitrage en cas de différends entre les deux parties. Voilà.
Merci. Donc, il y a un secteur qui revient de façon répétée dans les questions en ligne, qui est le secteur agricole. Donc, ce qui nous est dit, c'est que le secteur agricole, bien sûr, est un secteur prioritaire. Il y a des enjeux en termes d'emploi, des enjeux en termes de lutte contre la faim, des enjeux en termes d'adaptation au changement climatique. Et donc, c'est une question que je pourrais poser à chacune et chacun d'entre vous, mais je vais peut-être la poser d'abord à Monsieur Christian Yoka. Quelles sont les actions de l'Agence française du développement en ce domaine? Et ensuite, je rebondirai en posant à Madame Samira Raffaala toujours une question sur le secteur agricole, en parlant de l'exception agricole dans les accords internationaux, puisque, comme vous le savez, c'est une dimension qui est assez systématiquement invoquée par l'Union européenne. Donc, est-ce que ça doit s'étendre au continent africain? Et la question de l'aide aux organisations paysannes africaines, ce qui rejoint d'une certaine façon le rôle de la société civile, etc. Donc, on va commencer par Monsieur Yoka et ensuite Madame Raffaella, si vous voulez bien, vous pourrez répondre à cette question sur l'exception agricole et les organisations paysannes en Afrique. Monsieur Yoka. Oui, merci. Alors, le secteur agricole constitue, et ce depuis plusieurs années maintenant, un secteur clé d'intervention pour l'AFD, et ce, à travers les différentes régions du continent, et avec une spécialisation quand même assez forte pour la région Sahel, mais pas que. Et nous intervenons sur ce secteur, sur les différents segments qui vont aussi bien de la formation professionnelle agricole que dans l'encadrement des organisations, des organisations paysannes. Et au-delà et de façon beaucoup plus spécifique sur le sujet qui nous concerne, nous avons mobilisé une facilité de notre programme de renforcement des capacités commerciales sur le secteur agriculteur exportateur, en travaillant notamment sur les sujets des indications géographiques. L'idée étant de pouvoir justement valoriser un certain nombre de produits liés à leur terroir de production. Autre aspect important là-dessus, évidemment, toute notre action en faveur de l'agroécologie, vous avez mentionné le sujet du changement climatique. Cela représente pour nous un axe extrêmement important. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, en ce qui concerne la ZECAf, j'ai bien noté que la ZECAf entendait se doter d'un protocole en matière de genre. On pourrait regretter qu'il n'y ait pas de protocole sur le sujet qui fasse ce lien environnement-climat et qui pourrait être tout à fait pertinent sur un secteur comme celui de l'agriculture. Et donc, encore une fois, à travers ce programme de renforcement de capacités commerciales, nous avons soutenu un certain nombre de pays et de productions bien précises, le poivre de Penja au Cameroun, les toiles de Korogo en Côte d'Ivoire, le café Ziama en Guinée, les dattes de Kebli en Tunisie. Donc, pour nous, dans le cadre de nos actions, ce secteur agricole est un secteur majeur et nous pensons continuer à le soutenir. Merci et merci d'avoir donné des exemples concrets. Madame Raffaella, donc, comment voyez-vous l'avenir du secteur agricole, sa place dans les accords internationaux et puis ce sujet important qui est l'aide ou l'appui à apporter aux organisations
paysannes africaines. Yes, thank you. Merci beaucoup. Mais écoutez, c'est une question qui est extrêmement importante. Le secteur de l'agriculture est évidemment crucial, notamment lorsque l'on parle de la stratégie Union européenne et Afrique. La Banque mondiale, d'ailleurs, nous dit dans ses dernières statistiques que 22% de l'Afrique subsaharienne ou du PIB de l'Afrique subsaharienne découle de l'agriculture. Donc quand on prend en compte ce poids économique-là, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à réaliser. Pour ce qui est des bonnes pratiques dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans la promotion des initiatives vertes, là, il y a beaucoup de choses à faire. Le secteur agricole, il regorge aussi de groupes très importants, des groupes de femmes notamment, qui ont besoin de notre appui. Donc il faut qu'on continue à consulter avec les autorités du continent africain pour veiller à ce que les valeurs, les normes dont nous parlons se matérialisent sur le terrain. Donc pour ce domaine-là, celui de l'agriculture, pour ce qui est des attentes des uns et des autres, il faut que ces normes-là, elles soient appliquées sans qu'il y ait d'effets secondaires. D'effets secondaires indésirés, évidemment. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, et là où j'appuie l'Afrique et l'Europe, c'est de chercher des méthodes tout en respectant les méthodes locales qui sont spécifiques au contexte sur place. Donc il faut vraiment capitaliser sur une stratégie, notamment vraiment pour l'agriculture, où il y a beaucoup de barrières, beaucoup de complications, beaucoup de défis qui peuvent être discutés. Et il faut vraiment trouver l'approche la plus juste, la plus équilibrée. Et moi, ce qui me paraît particulièrement important quand on parle d'agriculture en Afrique, ce qui est important à mes yeux, c'est de bien voir qu'il y a différentes méthodes qui relèvent de différents univers, local et international. Donc je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Et parfois c'est un sujet qui est très sensible. Et moi j'ai commencé avec des chiffres très clairs, très sérieux, pour vous montrer que le secteur de l'agriculture est essentiel pour le continent africain. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de respecter les méthodes locales. Alors on veut des normes qui soient les mêmes pour tout le monde, mais il faut qu'il y ait quand même de la marge pour que ces méthodes locales puissent continuer à vivre et respirer. Merci. Je vais revenir maintenant sur la question de l'énergie, sur laquelle nous avons aussi de nombreuses réactions ou questions. Madame Levkov, je crois que vous êtes la mieux à même de répondre. Quelles sont en fait les priorités européennes en matière d'investissement énergétique en Afrique? Vous en avez un petit peu parlé. Est-ce qu'on doit viser des systèmes centralisés de production d'énergie? Est-ce qu'on doit viser au contraire des systèmes décentralisés? Est-ce qu'on doit viser l'interconnexion ou l'indépendance de chacun des pays? Et quelle est la part que l'on doit réserver aux énergies vertes, qui sont peut-être plus chères dans le développement énergétique de l'Afrique? Merci pour cette question. Si vous me le permettez, j'aimerais aussi réagir sur le secteur agricole. Parce que le secteur agricole et le secteur énergétique sont quand même étroitement liés. Et j'avais envie de donner deux exemples en la matière. Le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes des supporters des projets de biomasse. Et les projets d'électricité par usage de la biomasse qui utilisent les résidus de l'agriculture, la cabosse de cacao, les feuilles de palme et toutes sortes d'autres entrants possibles issus de l'agriculture africaine, c'est aussi une source d'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. Si je prends le projet BioVA en Côte d'Ivoire,
Ce projet, nous allons rétribuer les petits planteurs qui nous apportent leurs feuilles et ainsi nous allons augmenter le niveau de revenu de 20% de 12 000 petits planteurs. Donc on peut aussi par ces projets, je dirais, contribuer à la soutenabilité du secteur agricole de façon durable en Afrique. Un deuxième exemple, toujours par l'énergie, c'est les projets que nous avons avec une start-up du Kenya que nous soutenons, qui est le pompage solaire, et notamment le pompage solaire pour les petits agriculteurs. Les agriculteurs qu'on appelle villageois ou les petits planteurs représentent une large majorité des agriculteurs africains. Et ils ont besoin d'accès à l'eau, et ils ont besoin d'un accès à l'eau moderne et efficace. Et donc, l'usage de systèmes solaires décentralisés est aussi un moyen de soutenir l'agriculture et le développement d'une agriculture raisonnée en Afrique, notamment subsaharienne. Voilà, excusez-moi cet aparté, mais pourquoi finalement ça répond aussi pour partie à la question que vous me posez, parce que nous sommes convaincus qu'il faut développer toutes les formes d'énergie en Afrique. Nous n'avons pas le luxe de choisir. Bien sûr, les énergies décarbonées en premier lieu et de façon très largement majoritaire. Les grands barrages hydrauliques, les fermes solaires de tailles diverses en fonction de l'ensoleillement et des espaces disponibles dans les différents pays. Il n'y a pas encore assez de projets solaires dans toute la partie, par exemple, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Il faut encore pousser ces projets. Bien entendu, les interconnexions, c'est très important, car on a eu un énorme mouvement, y compris du secteur financier, pour financer ou aider les investisseurs privés à développer des projets de production. Mais si les réseaux et les infrastructures qui permettent d'évacuer cette énergie et de l'apporter au consommateur final ne sont pas développés, ne sont pas solidifiés, nous allons face à de grands problèmes. Il y a déjà quelques projets en Afrique qui ont été construits et qui se sont trouvés dans l'incapacité de finalement distribuer leur électricité car les réseaux n'étaient pas à l'heure. Donc moi, c'est un appel important que je fais solennel ici aujourd'hui à tous les acteurs d'Afrique et d'Europe de vraiment focaliser plus sur les infrastructures de transport, bien sûr de l'électricité, mais aussi de distribution, et ce sera la fin de mon propos. Nous avons dans beaucoup de pays africains des entreprises nationales de distribution et de commercialisation de l'électricité qui sont soit totalement perfusées par le financement public, soit carrément en état quasiment de faillite. C'est lié au prix de l'électricité qui est trop faible, c'est lié à la vétusté des installations ou c'est lié au manque de compétences pour être capable de manager proprement ces sociétés, d'éviter les déperditions d'énergie par la fraude massive. Et donc, il y a là aussi un secteur très important que nous devons collectivement investir, car c'est une perte économique pour les pays trop importante et c'est un frein au développement de l'électrification africaine. Merci. Nous avons également des questions qui nous ont été posées sur le développement des investissements et du commerce entre les deux continents. Donc, on a bien entendu M. Rosa nous rappeler que la zone de libre-échange visait d'abord à développer les échanges à l'intérieur de l'Afrique, entre les pays africains, mais il n'est pas interdit de penser qu'en créant ce grand marché intégré en Afrique, cela offre bien sûr des opportunités de développement des échanges entre les deux continents, de la même façon que, comme vous l'avez rappelé, M. Rosa, le développement des chaînes de valeur en Afrique. Et Monsieur le ministre Riyad Mezzoud en avait dit un mot auparavant, on va rehausser la compétitivité de chaînes de valeur courtes à proximité de l'Europe et donc faciliter les investissements entre l'Europe et l'Afrique ainsi que le commerce. Et donc la question que je voudrais poser, qui en résume plusieurs à Madame Kanayo Awane, c'est au fond, si jamais on voulait trouver deux mesures concrètes, pas trois, deux,
deux mesures concrètes qui permettent de développer les investissements et le commerce entre les deux continents, quelles seraient-elles? C'est une question difficile, mais je suis sûr que vous avez beaucoup de bonnes idées. Je pense que c'est effectivement une question difficile, mais il nous faut avant tout un changement dans l'attitude. Il nous faut comprendre qu'il s'agit d'un environnement compétitif et concurrentiel. Il est vrai qu'effectivement, nous avons besoin de plus d'investissements pour faire circuler des biens qui sont disponibles partout, qui ne sont pas uniquement disponibles en Europe. Et nous devons aussi donc changer notre état d'esprit. Il ne faut nous distancier de ces anciennes méthodes. Il ne s'agit pas non plus de simplement attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il nous faut vraiment signer des accords d'entente et comprendre que ces biens, ces compétences dont nous avons besoin en Afrique ne viennent pas uniquement d'Europe non plus. Il faut comprendre que ces biens existent partout. Nos parties prenantes européennes, les parties prenantes européennes avec lesquelles nous travaillons doivent aussi passer plus de temps en Afrique et afin qu'elles comprennent exactement nos méthodes et l'environnement dans lequel nous travaillons. Si l'on prend l'exemple de la COVID-19, nous n'avons pas attendu que COVAX vienne nous aider. Des institutions africaines se sont mises au travail, ont mis en place des investissements pour faire venir justement les vaccins en Afrique. Et donc, il faut effectivement des changements immatériels, à savoir un changement d'attitude. Il faut que nos partenaires viennent en Afrique et voient de leurs propres yeux la situation sur place. Je vous remercie. Qui nous reste, je voudrais revenir sur une question qui a été là aussi posée en ligne et qui est une question difficile quand on réfléchit au partenariat Union européenne-Afrique. Monsieur Rosa pourra répondre et puis ensuite, chacun d'entre vous pourra répondre en conclusion en ajoutant quelques mots pour évoquer ce point important. Donc, on parle de nouveaux partenariats entre l'Union européenne et l'Afrique. Donc, l'idée est bien de mettre les deux continents sur un pied d'égalité. Et la question qui nous est posée est de savoir si vraiment cela est possible compte tenu des différences de niveau de développement entre l'Union européenne et l'Afrique, comment faire en sorte que cette fois, ce partenariat se développe en pleine égalité entre les deux continents. Donc c'est une question difficile et délicate. Donc Monsieur Rosa, si vous pouvez nous dire quelle est la vision de la Commission à ce sujet, et puis ensuite on fera un dernier tour de table pour prendre une dernière réaction. D'accord. Bon, c'est vrai que la question n'est pas facile. Si je peux répondre, je peux dire que la chose est possible, même si elle est compliquée. Et je pense que la réponse que l'Union européenne essaye d'amener au prochain sommet Union européenne-Union africaine va justement dans cette direction, qui est la direction justement d'essayer de mettre en quelque sorte l'Afrique. En plus, parler d'Afrique, c'est parler de nombre de 54 pays. Donc, il n'y a pas une seule Afrique en quelque sorte. Il y en a, à mon avis, 55 pour le moment où on n'est pas loin de cela. Et donc, d'essayer de mettre surtout certains pays en mesure de justement rentrer dans ces partenariats sur un pied d'égalité. Et sur cela, je pense que
si on considère le dernier sommet en 2017 et le nouveau qu'on espère aura lieu fin février de cette année, justement, on essaye de plus en plus de répondre à celles qui sont les demandes de chefs d'État africains, qui sont le fait d'avoir des investissements, d'avoir une diversification industrielle, d'avoir le développement de corridors stratégiques à l'intérieur de l'Afrique, et je pense qu'ils ont été mentionnés par les directeurs de l'AFD avant. Il y en a d'autres, justement le développement de chaînes de valeur au niveau continental, mais aussi des chaînes de valeur au niveau global. Il y a des produits en Afrique qui font partie justement de ces chaînes de valeur, notamment dans la production industrielle et de certaines matières premières. Donc, je pense que l'idée, c'est d'arriver au sommet en fin février avec un paquet d'investissements qui se focalise sur ce qui ont été mentionnés comme de partenariats stratégiques, donc sur l'énergie verte en particulier, donc la transition verte, pour certains pays n'est même pas une transition parce qu'il faut partir de la génération d'énergie, sur le développement agricole et agro-industriel, sur la digitalisation, là aussi où il faut créer, parce que c'est vrai que le monde digital offre des opportunités économiques, mais il faut d'abord qu'il y ait une connectivité digitale au niveau du continent. Donc, c'est là le développement d'un entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises qui est un peu la force, si on veut, pour la création d'une classe moyenne qui peut créer un marché africain intéressant pour les Africains, intéressant pour les Européens. Donc je pense que justement le paquet qu'on amènera au sommet permettra justement de faire un peu ce saut qualitatif. Je pense que ma directrice en a parlé, et justement c'est qu'il faut un peu faire le saut à ce moment-là dans ces différents secteurs. Tout cela sans oublier, et le Covid l'a mis en exergue, les deux éléments qui sont celui de secteurs sociaux, de la santé et de l'éducation, en vue de créer une sorte d'autonomie de l'Afrique ou autonomie dans certains domaines. C'est une autonomie stratégique, c'est une autonomie stratégique aussi que l'Europe doit se reconstruire un tout petit peu. On l'a vu dans les Covid, ça a été un peu emblématique dans ces domaines. Donc je pense que on peut et on travaille dans cette dimension, dans le sens qu'une Afrique autonome, c'est aussi dans un intérêt d'une Europe autonome et plus sûre et plus prospère. À vous. Madame Raffaella, une phrase de conclusion sur ce thème. Eh bien, la différence dans les niveaux de développement sont réels, mais ça ne nous empêche pas effectivement de renforcer notre relation. Je pense que nous avons 4 points sur lesquels nous devons travailler. Tout d'abord, il nous faut effectivement un état d'esprit différent, envisager donc un partenariat sur un pied d'égalité. Il nous faut changer notre état d'esprit, et notamment la manière dont on regarde le continent africain. Par ailleurs, il nous faut aussi travailler sur l'engagement de la société civile, faire en sorte que nous puissions entendre leurs contributions. Et par ailleurs, il nous faut aussi enlever des barrières commerciales. Il nous faut d'abord les identifier. C'est quelque chose que nous avons commencé à faire. Mais il s'agit vraiment donc de maintenant passer à l'étape suivante et véritablement enlever ces barrières commerciales. Et ensuite, évaluer le potentiel. Il est important d'identifier, d'analyser où se trouve le potentiel. J'ai déjà parlé de la jeunesse, des femmes. Nous devons faire en sorte que nous puissions consolider ce potentiel. Il n'y a pas effectivement il n'y a pas d'approche unique qui s'appliquerait donc à tous les pays africains. Il s'agit donc de prendre en considération la diversité des contextes et d'aller vers une relation donc de résilience. Merci. Madame Lefkoff, une phrase.
Écoutez, pour moi, c'est assez simple, parce que le partenariat est intrinsèque à notre activité en Afrique. Nous sommes volontairement africains en Afrique, et je suis fière de pouvoir dire que la totalité de nos projets en Afrique sont développés en partenariat avec une entité africaine, soit un partenariat public-privé avec un gouvernement, soit en partenariat en co-développement avec un groupe panafricain, soit avec une PME africaine, voire même avec des start-up africaines. Donc pour nous, le partenariat est absolument indispensable si on veut réussir en Afrique. Awani, une phrase de conclusion sur ce thème peut-être? Je pense que le continent avance vers la création d'un marché unique avec la ZLECAf. Il nous faut prendre en considération, bien sûr, la négociation d'un accord Afrique-Union européenne, donc un accord d'échanges commerciaux qui, bien sûr, s'établit sur un pied d'égalité. Et qui prend en considération donc la ZLECAf. Nous devons bien sûr envisager cet accord commercial sur l'ensemble du continent africain. Et par ailleurs, il nous faut aussi intégrer le paradigme d'intégration intra-africaine avec donc le renforcement des infrastructures permettant donc la facilitation des exportations afin de créer des emplois, de générer de la valeur à l'échelle du continent. Je vous remercie. Merci. Monsieur Yoka, une phrase de conclusion sur ce thème. Oui, merci. Une phrase de conclusion. Très clairement, l'Afrique est un continent en mouvement. Et la discussion que nous venons d'avoir autour de la ZLECAf en est l'illustration. Et c'est par ailleurs un continent jeune. Nous sommes sur le continent le plus jeune au monde, et cela va être encore plus vrai dans les années à venir. Donc évidemment qu'il nous faut revoir notre partenariat, et évidemment que nous devons y réussir. Et le dernier sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier au mois d'octobre l'a prouvé. Quand vous voyez les thèmes qui ont été au centre de ces discussions, l'entrepreneuriat jeune, le digital, la société civile, les industries culturelles et créatives, tout ça participe de cette nouvelle dynamique, de ce nouveau dialogue avec ces acteurs du changement que représente cette jeunesse, le tout appuyé sur deux initiatives qui nous paraissent être extrêmement fortes. Non seulement toutes ces initiatives